Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui nous avons le privilège de retourner dans le monde de The Last of Us. C'est un vrai plaisir pour moi. J'aurais aimé vous raconter mon histoire. Vous dire à quel point j'ai été héroïque pendant l'épidémie, combien de gens j'ai pu aider, combien d'infestés j'ai tué. Mais je n'ai rien fait de tout ça. J'ai jamais été courageux. Oh, comme tout le monde, je lançais des grandes phrases du type « Si un jour il y a une guerre, je ferai ce qu'il faut ». Mais c'était surtout pour me donner bonne conscience. Bref, mon histoire n'est pas incroyable, mais je connais 2 personnes qui ont décidé de me confier la leur. Et maintenant je vous la raconte, car je crois qu'elle reflète à merveille tout ce qui anime l'humanité. Tout ce qu'il reste des derniers d'entre nous. Joel Miller est le premier à être venu me raconter son histoire. Je crois qu'il a peur que personne ne se souvienne de lui. Pourtant, son frère Tommy est présent ici aussi, à Jacksonville. C'était en 2013. En 2003 que tout a basculé. Afin de s'adapter au réchauffement climatique, un champignon, le Cordyceps, a évolué et est devenu capable d'infecter les humains, afin de prendre leur contrôle comme il le faisait avant avec les fourmis. Il paraît que c'est à Jakarta que tout a commencé en Inde. Mais en vrai, j'en sais foutre rien de la vérité. Joel vivait seul avec sa fille, Sarah, au Texas. Ils comptaient l'un sur l'autre chaque jour que la vie leur offrait. Quand l'épidémie s'est déclenchée, Joel et Tommy ont été parmi les plus réactifs. Ils ont récupéré Sarah et ont tenté de fuir la ville. Faut dire que Tommy était un ancien GI qui avait notamment participé à l'opération Tempête du désert en Irak. Quant à Joel, ça a toujours été un pragmatique, prêt à tout pour assurer la sécurité des siens. Toute la ville était en pleine émeute, flammes, infectés, pillages, tout ce que vous pouvez imaginer, mais en pire. Une mauvaise rencontre avec un soldat ayant pour ordre de ne laisser sortir personne se finalisa par l'impensable. Sarah mourut dans les bras de son père. Ça va aller. Le lendemain, Joel a tenté de se suicider. Il ne l'avouera jamais, mais je suis certain que son geste fut stoppé par une question. Qui allait guider son frère idéaliste dans un monde ainsi dévasté ? Les 2 frères ont évolué ensemble pendant des années en devenant des survivants. Face à la violence de leurs propres actes, Tommy finit par rejoindre les Lucioles, un groupe de rebelles qui se levait face à l'autorité de la FEDRA, la Federal Disaster Response Agency, qui incarnait le nouveau régime militaire dans les zones de quarantaine qui popaient un peu partout dans le pays. Mais avant de continuer, il faut que je vous parle d'une autre personne qui est venue me raconter sa vie. Chez les Lucioles, une femme enceinte se retrouva dans une situation unique. Alors qu'elle avait perdu les os, elle se fit attaquer, seule dans une maison de campagne, par une infectée. Elle accoucha pratiquement au même moment qu'elle se fit mordre. Cela donna naissance à Ellie, une enfant immunisée à l'infection, car les conditions de sa naissance ont fait qu'elle porte en elle, dans sa tête, une sorte de neurone champignon qui fait croire à l'infection que la personne est déjà sous contrôle. Ainsi, quand elle est mordue, le champignon ne se développe pas, et finit par se faire tuer par ses défenses immunitaires. Oui, ce que je viens de dire est une sacrée révélation, je sais. Et je suis incapable d'en parler à qui que ce soit. Je vous l'ai dit, je suis pas le plus courageux. Si vous entendez ce message, c'est que je suis mort. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Et j'espère surtout qu'Ellie n'aura pas trop de problèmes à cause de moi. La gamine a été récupérée par la chef des Lucioles, Marlène, qui avait décidé que le plus sage serait de la confier à ses ennemis, la FEDRA. Pas l'idéal, mais sûrement plus safe que de garder un bébé au milieu d'un groupe considéré comme terroriste. Elle a donc fait ses classes militaires dans le camp de Boston. Bagarreuse, elle s'est vite rapprochée d'une certaine Riley, sa première vraie amie, son premier véritable amour. Hélas, Riley avait rejoint en secret les Lucioles, et les 2 filles allaient devoir bientôt se séparer. Alors qu'elles essayaient de passer du bon temps pour leurs derniers moments ensemble, elles se sont fait attaquer par un infecté caché dans les tréfonds du centre commercial désaffecté de la ville. C'est là qu'Ellie a compris qu'elle était immunisée, contrairement à son amie. Pour couronner le tout, la jeune fille s'est fait capturer par les Lucioles, qui découvrirent son immunité et décidèrent de la garder prisonnière, et de lui faire passer quelques tests en attendant de trouver un médecin qui pourrait en tirer une solution pour l'humanité. C'est donc dans cette même zone de quarantaine que Joel et Ellie se sont retrouvés. Joel s'y était installé et acceptait tout le travail qu'on voulait bien lui confier, autant que civil. Il partageait sa vie avec une contrebandière, Tess. Ensemble, ils faisaient du business afin d'améliorer leur quotidien. Joel, n'ayant plus de nouvelles de son frère par radio depuis longtemps, essayait de dégoter une batterie de voiture pour pouvoir quitter la ville et le retrouver. Manque de bol, c'était la même batterie que convoitaient les Lucioles pour amener leurs prisonnières en dehors de la ville.
Cela a créé des tensions entre les contrebandiers, d'autant plus que la batterie était naze. C'est une Marlène blessée, sans véhicule et sans escouade qui se retrouva face à un Joël déterminé et dangereux. La chef des Lucioles n'avait pas le choix. Elle demanda au duo d'emmener la fille avec eux jusqu'au Capitole hors zone de quarantaine, où ils auront tout ce qu'ils souhaitent en échange de la fille. C'était vraiment risqué, mais le deal fut accepté. À peine sorti, un garde paya le prix fort pour avoir tenté de les arrêter. Mais ce n'était pas ça le plus dingue pour Joël et Tess. Le test de contagion de la jeune fille était positif. Les enjeux avaient changé. Et même s'ils mirent du temps à y croire, ils comprenaient mieux la lourde responsabilité qui pesait sur leurs épaules. Hélas, aller dehors c'était s'exposer au véritable danger qui rôde. Le groupe s'est fait attaquer par 2 claqueurs, des monstres aveugles extrêmement dangereux. Une fois débarrassés, ils réussirent à atteindre le Capitole, mais ici aussi les infectés avaient fait des ravages. Tous les membres des Lucioles étaient morts. Joël voulut rentrer. Mais Tess dévoila qu'elle aussi s'était fait mordre aujourd'hui. De plus, le champignon qui s'était développé à travers le sol put récupérer l'information que des survivants étaient ici. Tous les infectés non loin se levèrent comme un seul monstre pour rejoindre le Capitole. C'est ainsi que Tess disparut pour de bon, en faisant gagner du temps à son amie et la jeune fille qui portait en elle l'espoir de l'humanité. Afin de continuer vers le Wyoming, là où devait se trouver le frère de Joël, Tommy, le duo chercha une voiture en état de marche. Certes, cela permettrait à Joël de retrouver son frère, mais surtout, comme celui-ci avait fait partie des Lucioles pendant un temps, il saurait sûrement où les retrouver afin de leur remettre Ellie. Ils trouvèrent leur bonheur chez Bill et Frank, avec qui Joël et Tess marchandaient parfois en dehors de la ville. Bill et Frank. Ce que je pourrais vous dire sur ces deux-là ne pourrait jamais retransmettre ce qui leur est vraiment arrivé. Je vous dirais juste qu'ils se sont donné la mort ensemble, et que leur histoire m'a tiré plus d'une larme. Le duo prit la route vers Kansas City, où un homme fit semblant d'être blessé pour les piéger. Cela mena leur voiture à l'accident. Ellie dut même utiliser le pistolet qu'elle avait subtilisé chez Bill contre la vie de Joël, en tirant sur un des assaillants. Kansas City était aux mains de révolutionnaires qui venaient de réussir à se débarrasser de la Fedra. Hélas, le duo est arrivé en pleine chasse à l'homme de tous les civils qui avaient un jour pu aider la Fedra. C'est ainsi que Joël et Ellie rencontrèrent Henry et Sam, 2 fugitifs sur lesquels le groupe de rebelles voulait mettre la main pour haute trahison. Ils étaient frères, et Henry n'avait aucun regret concernant ses dénonciations. Même s'il n'en était pas fier, cela lui avait permis de prendre soin de son petit frère. Mais ne parlons pas de morale pour l'instant. Vous aurez tout le temps d'y réfléchir à la fin de cette histoire. Les 4 survivants décidèrent de travailler ensemble afin de s'enfuir en passant par les tunnels sous la ville. Alors que Kansas City était retourné de fond en comble, ils réussirent à passer en dehors de ses murs. Ils pensaient être sortis d'affaire, mais un sniper les empêchait d'avancer. Joël le contourna et s'en occupa. Il prit ensuite sa place afin de couvrir son groupe poursuivi par les rebelles de Kansas City. Le bruit démentiel déclenché par un accident de camion attira foule d'infectés menés par un colosse, une créature quasi indestructible. Le groupe s'en sortit, mais dans la soirée, Sam avoua à Ellie avoir été mordu. Le lendemain matin, Henry dut s'occuper de son frère, avant de retourner son arme contre lui-même. Le duo a ensuite repris sa route vers l'ouest, bien qu'ils aient été prévenus que passer la prochaine rivière les mènerait sûrement vers la mort. Personne ne savait ce qu'il y avait de l'autre côté, mais ceux qui y vivaient rejetaient dans la rivière un grand nombre de morts, infectés ou non. Joël et Ellie n'avaient pas le choix. Ils continuèrent. Dans l'adversité, les 2 protagonistes ont continué à se rapprocher, comme un père et sa fille. Les premières personnes qu'ils croisèrent étaient vraiment bien équipées. Armes, chevaux, chiens capables de détecter les infectés. Quand je vous parle d'eux, je les encense pas parce qu'il s'agit des miens, mais parce qu'encore aujourd'hui, il est très rare de voir des gens qui s'en sortent aussi bien que les habitants de Jacksonville. Maria faisait partie de l'expédition, et il s'avère que c'était la femme qui partageait sa vie avec Tommy, le frère de Joël. Ils ont donc été ramenés en ville. En effet, c'est ce jour-là que j'ai pu observer pour la première fois Joël et Ellie. Ellie jurait comme un charretier alors que Joël essayait juste de parler en privé avec son frère pour lui expliquer sa situation. Enfin seul, Joël demanda à son frère de prendre le relais avec Ellie. Il ne se sentait plus aussi efficace qu'avant. Il lui arrivait même de faire des crises d'angoisse. De plus, Tommy savait où trouver les Lucioles et connaissait mieux le terrain. Il paraissait légitime qu'il s'en charge. À contre-cœur, mais bien obligé de s'incliner face à l'importance de la mission, Tommy accepta. Joël et Ellie se disputèrent cette nuit-là. La jeune fille se sentit trahie, comme jamais. Au petit matin, elle était prête.
et c'est Tommy qui passa le pas de sa porte. Arrivé dans l'écurie, Joël était en fait déjà présent, incapable de la laisser partir. Encore une fois, je ne peux pas vous transmettre avec mes mots la puissance de la relation qui s'était forgée entre ces deux-là. Ils arrivèrent à leur nouvelle destination, une université du Colorado dans le Wyoming, dans laquelle devaient se trouver les Lucioles selon Tommy. Mais à part des singes anciennement utilisés comme cobayes, plus personne ne vivait ici. En fouillant, ils découvrirent que les Lucioles avaient bougé tout leur matériel, visiblement vers l'hôpital St. Mary's de Salt Lake City. Hélas, une bande de pillards avait rejoint les lieux. Alors que le duo essayait de partir sans se faire repérer, l'un des assaillants attaqua Joël et réussit à lui planter le manche cassé de sa batte de baseball dans le ventre. In extremis, ils réussirent tout de même à fuir. Mais Joël tomba dans les pommes et Ellie dut prendre soin de lui, dans l'hiver glacial. Joël. Oh merde. Un peu perdue, la jeune fille installa son protecteur dans le coma dans le sous-sol d'une maison. Elle lui donnait à boire et lui ramenait à manger comme elle pouvait. Un jour, elle réussit à chasser une bonne proie, un cerf. Celui-ci, blessé, se vidait de son sang et finit par s'écrouler, non loin de deux hommes, James et David. David était le chef et prédicateur d'une sorte de village religieux. Le cerf les intéressait. Ellie accepta de leur donner la moitié en échange de médicaments. Elle savait qu'elle en avait besoin pour sauver Joël. Pendant que James récupérait les médocs, Ellie et David s'offraient une discussion tête-à-tête. David se voulait très gentil, abordable. Il parlait de Dieu et de son envie de protéger les siens. Mais c'est à ce moment-là qu'il dévoila que les pillards que le duo avait rencontrés plus tôt étaient de son groupe, et que l'homme que Joël a tué était père de famille. La tension est encore montée d'un cran à son paroxysme quand James est revenu, pistolet à la main. Heureusement, David insista pour qu'on lui donne les médicaments et qu'elle ne soit pas punie pour le meurtre de son compagnon de route. Ellie soigna Joël comme elle put grâce aux antibiotiques et un nouveau lendemain plus radieux aurait dû se lever pour eux. Seulement, David avait d'autres plans. Je ne sais pas si c'est l'apocalypse qui a fait de lui ce qu'il était, ou si ça avait toujours été un détraqué. Mais il voulait récupérer la jeune fille, et ne l'avait laissée partir que pour mieux la traquer et retrouver Joël pour se venger. Son groupe n'était pas au courant de tout ce qu'il faisait. Non seulement il faisait manger de la viande humaine à ses partisans sans leur dire, mais en plus, il était pédophile. Le lendemain donc, un groupe mené par David et James pista Ellie, et afin de protéger Joël, celle-ci fit diversion. Mais du coup, elle se fit capturer. David discuta avec sa prisonnière afin de la convaincre de rejoindre son clan. Il lui promit de laisser Joël tranquille si elle acceptait et l'aidait à gouverner son groupe. Malgré sa position, Ellie lui péta un doigt et réussit presque à lui voler les clés de la cage. C'en était trop pour David qui décida qu'il fallait tuer la petite. Alors que James était venu lui prêter main forte, la jeune fille réussit à se débarrasser de lui et se retrouva cachée dans la salle commune qui servait de cantine aux habitants. Le réveil de Joël fut mouvementé puisqu'il dut s'occuper des assaillants restés sur place. Il se mit immédiatement en quête de trouver Ellie. Utilisant des méthodes bien à lui, il réussit à obtenir les informations qui l'intéressaient afin de retrouver sa protégée. Quand enfin il tomba sur elle, celle-ci sortait d'une bâtisse en feu, où elle venait de s'acharner sur ce qu'il restait du cadavre de David. Si les liens qui les unissaient étaient déjà forts, ils devenèrent ce jour-là indéfectibles. Si fort que Joël essaya de convaincre la petite de laisser tomber toute cette histoire, de rentrer à Jacksonville afin d'avoir des jours meilleurs. Mais Ellie recentra. Après tout ce qui s'était passé, tout ce qu'ils avaient traversé, tous ces sacrifices, toutes ces tueries, c'était hors de question. Arrivé près de l'hôpital de Salt Lake City, une grenade incapacitante permit aux Lucioles de mettre la main sur les deux héros. Joël se retrouva face à Marlène, qui se demandait encore comment il avait pu réussir à amener la fille jusqu'ici, en sachant que de son côté, elle avait perdu un nombre innommable de soldats avant d'y arriver. Mais tout ce qui intéressait Joël, c'était de retrouver Ellie. Celle-ci était déjà sur la table d'opération. On allait prélever la molécule spéciale de son cerveau, venant du champignon, afin de la reproduire et l'inoculer au plus grand nombre pour en finir avec cette épidémie. C'est ainsi que Joël se fit raccompagner à la sortie. Hélas, ou heureusement, ce n'est pas à moi d'en juger, Joël décida de commettre l'irréparable. Il décima les lucioles de l'hôpital jusqu'à entrer dans la salle d'opération où il tua le chirurgien sur le champ. Il embarqua Ellie, finissant le travail en tuant Marlène également. Quand Ellie se réveilla, il décida de lui mentir. Il lui expliqua que d'autres immunisés avaient vu le jour et qu'aucun remède ne marchait, qu'ils avaient arrêté d'essayer de trouver une solution médicale. La jeune fille n'y croyait pas, elle avait perdu sa mission sacrée, sa raison de vivre. Mais Joël l'encouragea à continuer avec lui, en retournant à Jacksonville pour retrouver Tommy. Celle-ci n'accepterait que sous une seule condition, qu'il lui jure que tout ce qu'il avait dit sur les Lucioles était vrai. Et il lui jura, les yeux dans les yeux. Ok. Ainsi, à défaut de sauver le monde,
Joël a choisi de sauver le sien de monde. Combien d'entre nous auraient fait la même chose? Combien auraient choisi de garder près d'eux ce qu'ils aimaient, ce qu'ils protégeaient? Je ne crois pas que beaucoup de gens puissent répondre honnêtement à cette question. Moi en tout cas, j'en suis incapable.